Vraiment, monsieur et madame, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence en fait à ce webinaire qui est présenté effectivement par FYK Academy, qui est un organisme en fait de formation qui est spécialisé dans les domaines en fait précisément du génie électrique, du management et du microélectronique. Ce soir concrètement en fait, on va vous présenter en fait un de nos cours sur le management des conflits, mais plus précisément donc sur un thème précis qui est de comment prévenir et gérer les conflits au sein de votre équipe. Donc concrètement, moi en fait, c'est Steve Niat, donc je suis formateur au sein de FYK Academy, plus précisément dans le domaine du management. Donc en ce qui concerne en fait mon parcours, j'ai eu un master en sciences et gestion financier, également un MBA consultant en management de projet, et également actuellement dont je suis ingénieur consultant, dont je travaille précisément dans le domaine du digital, donc sur des projets de transformation digitale, des grands groupes bancaires et assurances. Donc ce qui veut dire en fait que j'ai conçu ce cours pour vous avec une approche vraiment globale, réaliste et concrète à partir de mon expérience. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pour essayer un peu de détendre l'atmosphère, on va commencer en fait par un icebreaker, question un peu de mieux se connaître et vraiment d'apprendre un peu de nous. Donc concrètement, la question elle est simple, c'est de savoir en fait quel comportement ou émotion vous affichez lorsque vous n'êtes pas d'humeur. Bon, moi par exemple, en ce qui me concerne, quand je suis pas d'humeur, je suis content. Je sais pas si quelqu'un dans le panel effectivement peut prendre la parole et me dire en fait ou nous dire effectivement comment il se sent lorsqu'il n'est pas d'humeur. Vous pouvez prendre la parole ou soit le faire dans le chat, c'est comme vous le voulez. Ah, il dit moi je mange quand je ne suis pas content. D'accord, ok, c'est noté. En tout cas, moi je souris comme je l'ai dit quand je ne suis pas content, mais je pense qu'on va continuer. Donc très concrètement, je vais vous présenter par la suite dans le plan de notre cours. Donc concrètement, en fait, il va se diviser en trois parties. Il y aura un module 0, donc il y aura vraiment un propos introductif, en fait, bien évidemment, sur la résolution des conflits. Puis on va passer donc par le module 1 sur les compétences donc nécessaires à la résolution des conflits. Et le module 2, on verra également dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Et je tiens vraiment à vous rappeler que lors de ma présentation, en fait, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'interrompre pour qu'on puisse échanger, débattre sur certains aspects que vous ne comprenez pas. Mais déjà, dans le cours, il est conçu de telle manière qu'effectivement, durant le cours, il y a des points où on va s'arrêter pour avoir un peu vos avis sur certains sujets, question un peu de rendre le cours plus vivant et plus participatif, parce que vraiment, je le veux vraiment participatif et je compte sur votre participation. Et je tiens également à préciser une fois de plus qu'à la fin de chaque module, il y a également une quiz qui est proposée pour permettre en fait à chacun d'entre nous, effectivement, de répondre et de voir effectivement de consolider les notions qu'on a pu acquérir durant la fin de chaque module. Donc, sans toutefois tarder, nous allons continuer dans le cours en allant dans le module 0. En ce qui concerne en fait dans le module 0, effectivement, c'est le propos introductif sur le management des conflits. Mais il est d'abord préjudiciable en fait donc de fixer d'abord une mise en contexte parce que ce cours en fait on l'a conçu et bien évidemment je l'ai conçu de manière vraiment très pragmatique donc vraiment orienté sens professionnel. Donc, imaginez, en fait, donc vous êtes un manager d'équipe, vous mettez, par exemple, tout en œuvre afin de créer un environnement de travail qui va être ouvert, inclusif à chaque membre de votre équipe. Et parfois, en fait, la stratégie que vous adoptez permet donc de favoriser une agréable culture au sein de l'entreprise. Mais est-ce que vous avez déjà posé une question de savoir que se passe-t-il lorsqu'en fait un conflit survient entre les membres de votre équipe et parfois même lorsqu'il survient, vous avez parfois souvent l'impression que c'est pas à vous de vous impliquer. Or, il faut réellement s'impliquer parce que l'aborder directement, c'est le meilleur moyen effectivement pour que les membres de votre équipe se sentent non seulement soutenus et écoutés. Donc concrètement, effectivement, si vous voyez que dans ce sens, vous n'avez pas de matière, de connaissances, en tout cas en matière de gestion de conflit, cette formation va être parfaite et adaptée pour vous. Également, elle vous donnera également tous les outils qui vont être nécessaires afin de prévenir et de mieux gérer les conflits au sein de votre équipe. Et par la suite, il y aura vraiment une petite question pour vous. J'aimerais savoir également dans le panel, selon vous, en quoi consiste la résolution des conflits. Si quelqu'un peut juste me dire en deux mots ce qu'il en pense de la résolution des conflits. Mais concrètement, en fait, la résolution des conflits, pour entrer dans le vif du sujet, c'est un processus, en fait, qui va donc consister à résoudre les conflits afin donc de favoriser un environnement de travail qui va être encourageant et qui va également, où il y aura par exemple une ouverture d'esprit, donc en termes d'inclusivité et d'honnêteté. Parce il faut se dire clairement les choses, c'est-à-dire que si un conflit survient par exemple entre un ou plusieurs membres de votre équipe, par exemple des stratégies de résolution des conflits
vont également vous apporter également certaines techniques et de faire en sorte que chaque membre de l'équipe se sentira écouté et soutenu. Ça, c'est vraiment principalement le réel but, en fait. Et vous verrez que donc, grâce à cette technique, en fait, de résolution de conflits, vous allez pouvoir trouver une solution qui va convenir aux deux parties. Donc, ça, c'est terminé pour le premier module. On va aller vers le module 1, comme je vous ai expliqué par la suite, où on verra, en fait, des compétences qui sont nécessaires à la résolution des conflits. Et je ne sais pas si vous avez une moindre question dans le panel, n'hésitez pas une fois de plus à me la poser, comme ça le cours pourrait être vraiment plus vivant et plus enrichissant. Donc pour continuer en fait concrètement donc le module 1 en ce qui concerne en fait les compétences donc qui seront nécessaires à la résolution des conflits. Le module va être divisé en 6 parties. On verra d'une part qu'est-ce que c'est un conflit concrètement parce qu'il faut qu'on le définisse. On verra également les sources de conflits, parce que c'est important aussi de savoir les sources de conflits. On verra également les différents types de conflits qui peuvent exister, les origines et les formes de conflits au travail. On verra par la suite également en 5e point dans les différentes étapes du conflit. Et à la fin, les conséquences et enjeux des conflits, où on verra que les conflits n'ont pas que des effets négatifs, et peuvent avoir également les conflits peuvent également avoir des effets positifs. Donc on verra tout cela. Donc, en ce qui concerne en fait, qu'est-ce qu'un conflit? De manière très concrète, dans une organisation, un conflit va s'appliquer en général à un blocage de mécanismes parfois normaux de prise de décision, de sorte que, par exemple, un individu ou un groupe d'individus vont éprouver, par exemple, des difficultés à opérer le choix d'une action. Et aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le conflit peut également être défini par ce qu'il est, c'est-à-dire concrètement la façon dont il apparaît, dont il est décrit et ses mots d'expression. Par exemple, les gens, lorsqu'ils sont en conflit, vont être nerveux, ça sera une situation tendue, par exemple, au travail. Ou aussi les personnes donc, qui sont un acteur, les témoins, les victimes. Et un conflit peut également être défini donc, par ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'un conflit peut avoir également des conséquences, on le verra, peut également entraîner chez certains individus un déséquilibre également personnel ou collectif, et peut parfois aussi conduire au sein d'une équipe une ambiance de travail qui est toxique et qui va nuire à la productivité de l'équipe. Et le conflit peut également être défini donc, par ce qu'il devient, parce qu'un conflit aussi peut soit disparaître, soit également peut être amené à évoluer. Et par la suite, il est aussi important de savoir, donc, comme je l'ai dit plus haut, les sources de conflit. Et là, j'aimerais également recueillir l'avis du panel, comprendre aussi qu'on puisse échanger là-dessus. Selon vous, quelles peuvent être les sources de conflit? Si quelqu'un peut avoir une idée, comme je l'ai dit, vous pouvez soit écrire dans le chat ou soit prendre la parole. D'accord, parfait. Je suis en train de dire que la cause d'un conflit peut être justement un malentendu ou alors tout simplement une opinion différente entre deux personnes au sein d'une entreprise. D'accord, ok. On va effectivement, vous n'avez pas tort, effectivement, ça peut faire partie de cela, mais on verra effectivement précisément que les sources de conflit, en fait, peuvent être de plusieurs ordres. C'est-à-dire qu'ils peuvent être d'ordre organisationnel, psychologique et économique aussi. En ce qui concerne, en fait, donc, les sources d'ordre organisationnel, vous verrez que généralement, c'est lié à des dysfonctionnements. C'est-à-dire que des dysfonctionnements, par exemple, au sein de l'organisation peuvent devenir parfois des conflits qui vont être très complexes. On peut avoir, par exemple, des dysfonctionnements qui sont liés à la prévision, c'est-à-dire que dans une entreprise, par exemple, il n'y a pas d'objectifs qui sont smart, c'est-à-dire que vous donnez des objectifs à vos employés qui ne sont pas spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes, temporels. C'est-à-dire vous fixez un objectif, par exemple, vous demandez à votre employé de vous rendre un travail qui devra faire, vous ne précisez pas, par exemple, dans 48 heures, dans 24 heures. Forcément, lorsque vous reviendrez vers lui, vu que l'objectif n'était pas smart, lui-même, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Donc, il y a eu un dysfonctionnement. Parfois aussi, concernant la fonction organisation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des procédures au sein de l'entreprise qui sont très lourdes. Il peut également aussi avoir au point où, effectivement, il n'y a pas une répartition des tâches également du travail réel entre les membres de votre équipe, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas leur périmètre concrètement. Il peut aussi avoir lié à la coordination, c'est-à-dire caractérisé par une absence, par exemple, de reconnaissance des efforts et des résultats, des fois. C'est-à-dire que des employés sont en manque de cela, vous ne parvenez pas à reconnaître leurs efforts. Ou parfois aussi des prises de décision en entreprise top-down, c'est-à-dire que les membres de l'équipe ne sont pas inclus dans la prise de décision. On peut également continuer, c'est-à-dire qu'il y a également d'autres dysfonctionnements qui sont par exemple liés à la rareté des ressources, c'est-à-dire un manque d'équipement et d'espace de bureau, c'est-à-dire que concrètement, lorsque les employés arrivent en entreprise, ils ne se sentent pas, comment dirais-je, en confiance parce que, par exemple, il n'y a pas assez d'écran, il n'y a pas assez de sièges. Donc, il y a vraiment un problème dans la qualité de vie au travail, donc, au niveau de la rareté des ressources. C'est un peu ça. Et concrètement aussi, la rareté ou des ressources limitées en ressources humaines. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qui devrait faire un travail
un travail pour une personne, il se retrouve à faire un travail de 3 personnes. Bon, ça crée quand même un dysfonctionnement qui deviendra par la suite un conflit. Et aussi, une autre source, c'est également des sources psychologiques. C'est-à-dire que généralement, les conflits peuvent également trouver leur source dans la personnalité même des individus. Et effectivement, ces causes psychologiques sont variées. Bon, elles peuvent se matérialiser, par exemple, par la violence, l'angoisse, l'agressivité et la frustration. Et ce qui est très important à savoir, en fait, c'est que généralement, elles ont un point en commun. C'est-à-dire, c'est la durée assez longue, parfois, de leurs effets. Et généralement, en présence dans de telles sources, il est vraiment difficile pour l'entreprise de parvenir à maîtriser le problème parce que ça relève réellement de la personnalité de chacun des individus. Et la dernière source qu'on abordera effectivement, c'est que les sources également peuvent être d'ordre économique, c'est-à-dire que les conflits peuvent trouver leur source du fait que, par exemple, l'entreprise ne reverse pas, elle a réalisé des bénéfices conséquents, mais ne les réserve, ne les redistribue pas autant pour moi. Le personnel, on a vu par exemple le cas en France avec Total, qui a réalisé de superbes bénéfices en 2021, mais on a vu que les employés ont grévé parce qu'effectivement, au vu des différents résultats, ils estimaient qu'ils devaient être plus augmentés. Donc, vous voyez que c'est potentiellement également des sources de conflits. Et par la suite, on verra dans les différents types de conflits. Et il faut d'abord savoir que les conflits peuvent être qualifiés de nombreuses manières, c'est-à-dire à travers les acteurs en présence, à travers l'évolution du conflit. Mais dans notre cas, on verra principalement 4 types de conflits, c'est-à-dire que il y a d'abord les conflits interpersonnels. Concrètement, c'est un conflit qui va impliquer 2 ou plusieurs personnes qui se perçoivent parfois opposées sur un sujet de leur préférence respective en matière d'objectifs. Et dans la catégorie, effectivement, de ces conflits interpersonnels, il y en a 8, ils sont de 8 ordres, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits d'intérêt. Concrètement, ce type de conflit dont l'enjeu va se trouver limité à un avantage, à un objet, à l'exercice d'un pouvoir. Il peut y avoir également des conflits de concurrence, c'est-à-dire que clairement, ce type de conflit va être donc perceptible dans certains métiers où l'esprit de compétitivité et de recherche de résultats sont rendus nécessaires. Par exemple, je prends l'exemple du cas des entreprises qui exercent dans le secteur de la télécommunication, qui sont vraiment dans un esprit de concurrence où c'est vraiment déclaré. Et par la suite, il peut aussi y avoir des conflits donc culturels, c'est-à-dire que dans ce type de conflit, toujours qui relève des conflits interpersonnels, c'est-à-dire que relève dans des différences de valeurs, c'est-à-dire où les croyances des antagonistes est extrêmement difficile à solutionner, car chacun est intimement persuadé de son bon droit. Vraiment des conflits culturels. Il peut aussi avoir un conflit des générations, lorsqu'on le voit avec l'avancée aujourd'hui des NTIC, où des personnes parfois en entreprise qui sont plus âgées ont du mal parfois à prendre le pouls face à ces évolutions technologiques. Ça crée également des sources de conflits. Il peut aussi avoir également des conflits qui sont déclarés, c'est-à-dire que dans ce conflit, les protagonistes le souhaitent et parfois même clairement par intérêt. Des conflits latents, c'est-à-dire un conflit qui est étouffé pour des raisons variées, parfois peur du conflit, et se traduit donc par différentes manières, le stress, le retard et les délais. Et à la fin, on verra également le malentendu, toujours dans les types de conflits interpersonnels, c'est-à-dire que dans ce type de conflit, il intervient dans, on le retrouve souvent en général au quotidien, c'est-à-dire fréquemment, il peut être facilement résolu car il résulte toujours d'une erreur d'interprétation. C'est-à-dire concrètement, nous, dans le quotidien, on va souvent imaginer le pire, sans préciser même concrètement ce qu'on craint le plus ou ce que nous nous reprochons déjà. Et par la suite, effectivement, donc, toujours dans les types de conflits, donc ça c'est le deuxième type, donc il y a les conflits effectivement intrapersonnels, c'est-à-dire que ce sont des conflits internes. Une personne parfois peut éprouver, c'est-à-dire on peut avoir parfois des désirs contradictoires, des ambivalences sur des sentiments. On parle généralement aussi des conflits psychiques. Et la troisième catégorie, autant pour moi, c'est dans les conflits intragroupes. Ici, ils vont faire référence entre 2 membres ou plus du même groupe ou de la même équipe. Concrètement. Et à la fin, il y a dans les conflits intergroupes. Et généralement, ici, en fait, ça va comprendre des désaccords qui peuvent survenir entre 2 ou plusieurs groupes. Et généralement, je vais prendre un exemple ici illustratif, c'est que le cas courant souvent, c'est entre les syndicats d'une entreprise et la direction. C'est-à-dire chacun va défendre ses intérêts et c'est vraiment souvent très intense qu'on le voit souvent et ça peut conduire parfois à la grève parce qu'il est tout à fait normal que chacun défende ses intérêts. Et par la suite, on verra donc maintenant les origines et les formes de conflits au travail. Et ici, effectivement, j'aurais besoin également de vos avis pour qu'on puisse également l'enrichir. Je ne sais pas, une fois de plus, dans le panel, je ferai appel à vous, comme je vous l'ai dit. Je veux qu'il soit vivant, quelqu'un qui pourra, par exemple, nous dire ce qui, pour lui, selon lui, quelles peuvent être les origines de conflits au travail. Donc, concrètement, les origines de conflits au travail entre
les personnes et les groupes sont de différents types. On verra, ils sont vraiment de différents types. Un conflit peut avoir pour origine, par exemple, dans les procédures. C'est-à-dire que, concrètement, le conflit peut partir du fait que les méthodes, les procédures utilisées, par exemple, posent problème. C'est-à-dire que deux collaborateurs, par exemple, de la même équipe sont en désaccord des procédures à mettre en œuvre pour résoudre, par exemple, une réclamation client. Mais le conflit peut aussi trouver des origines, parfois même dans des personnes. C'est-à-dire que le conflit porte sur des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire, il peut arriver qu'une personne puisse en permanence être en mauvaise relation avec les autres. Ça se voit souvent en entreprise. Il y a parfois un exemple le plus courant entre les membres ou entre les collègues, parfois une incompatibilité d'humeur. Ça peut arriver. Les conflits peuvent aussi trouver leurs origines parfois dans des valeurs. C'est-à-dire ici, c'est vraiment difficile à gérer parce que la complexité va résider en fait dans le fait que ces conflits portent sur des sujets tels que la morale, la religion, où chacun a déjà ses a priori. Donc, un exemple flagrant, c'est par exemple deux collaborateurs qui sont par exemple de bords politiques différents et qui sont en désaccord sur un fait politique. Donc, vous comprenez que directement, ça peut être une sorte de conflit parce que chacun a son camp à défendre. Et par la suite, dans les formes de conflits, généralement, les conflits vont exister sur trois formes. C'est-à-dire que les conflits qui détestent. Ici, clairement, les personnes vont dire oui, c'est-à-dire ils pensent oui, mais ils vont dire non. C'est-à-dire c'est ça qui est parfois le plus difficile. Ils pensent oui, mais ils disent non. Et en fait, dans ce cas, par exemple, une personne va en provoquer une autre pour la tester, elle va y chercher à évaluer sa résistance au stress ou à sa susceptibilité. Le deuxième cas, effectivement, la deuxième forme, c'est un conflit qui est type ouvert. Ici, les personnes, en fait, vont dire non, ils disent non. Elles sont vraiment claires. Là, ici, le désaccord, il est clairement exprimé. Les personnes disent réellement ce qu'elles pensent. Et la troisième forme, autant pour moi, c'est un conflit lavé. Ici, clairement, les personnes vont dire non, mais elles pensent autant pour moi non, mais elles disent oui. Et vous verrez que dans ce cas, le désaccord n'est pas exprimé, alors qu'il est bien présent. Et c'est vraiment pas évident à résoudre ce type de conflit. Il va être matérialisé, par exemple, en entreprise par une évolution de l'absentéisme, une baisse en productivité. Parfois, vous verrez également les rumeurs. Vous entendez souvent des rumeurs. Donc, concrètement, c'est ça parce que les personnes pensent non, mais elles disent oui. Donc, elles ne sont pas claires. Et par la suite, il y a donc les différents étapes d'un conflit. Et vous verrez qu'avant d'arriver à un conflit, il y a un processus conflictuel qui est divisé en trois catégories. D'abord, il y a de la tension. Normalement, il y a de la tension entre les personnes. Par la suite, on passe à la période de crise et enfin, on arrive au conflit. Mais on verra ici, en fait, un tableau, comment essayer de mieux gérer cela. C'est-à-dire que lorsqu'on est encore à l'étape de tension, c'est-à-dire que dans un contexte, parfois ça peut arriver, il y a un volume de travail qui est élevé, les délais parfois sont courts. Et vous verrez qu'en termes de diagnostic, il y a du stress. Il y a parfois de l'anxiété, il y a parfois également de la frustration. Et comment faire donc pour résoudre lorsqu'on est au niveau de la tension? Ici, c'est clair qu'il faut faire exprimer les personnes. Il faut parfois négocier les paramètres pour trouver un équilibre, un juste équilibre. Et clairement, l'approche ici, c'est de faire parler les personnes, les écouter. C'est très important. Et après, on passe dans la période où ici, effectivement, le contexte, c'est qu'il y a une augmentation des tensions, il y a un déséquilibre de la situation qui est parfois très important. Le diagnostic ici à poser, c'est que généralement, il y a une incapacité à dialoguer entre les personnes. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour résoudre? C'est là, ici, il faut agir. C'est-à-dire que agir immédiatement sur les problèmes les plus immédiats. Et l'approche, vraiment, c'est d'agir. Parce qu'on est déjà en situation de crise, il faut agir. Et après, donc, on arrive donc au niveau du conflit en lui-même. Et généralement, ça peut se matérialiser donc par une agression parfois psychique, psychologique. Et ici, le diagnostic, c'est que là, on arrive déjà à un cas où il y a une violence, il y a une dégradation extrême des relations. Et qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement comme résolution? C'est donc rappeler à chacune des parties ses responsabilités. Et l'approche ici, c'est limiter la casse. Et comme je vous l'ai dit, on va donc passer à l'étape des conséquences et enjeux des conflits. Et on verra que un conflit peut également avoir des enjeux qui sont positifs et également des enjeux qui sont négatifs. Et en ce qui concerne effectivement donc les conséquences et enjeux positifs au conflit en entreprise, donc ce qu'on peut dire, c'est que un conflit peut avoir une influence constructive, c'est-à-dire que la naissance ou la résolution d'un conflit, par exemple, va permettre de trouver une solution constructive à un problème. Donc ici, le plus important, c'est d'amener les parties à s'améliorer, à s'accroître. Également, on verra également dans ce type qu'il y a une cohésion de l'équipe et de sa performance. Donc, un conflit peut être constructif quand, c'est-à-dire que il va créer un environnement de travail productif et en toute sécurité par la résolution des conflits de manière juste et pacifique. Il va parfois restaurer un climat d'harmonie et motiver la productivité des employés, concrètement. Il va aussi conduire à l'amélioration ou au changement de certaines conditions de travail des employés. Je prends un exemple. On a vu tout à l'heure le cas avec des syndicats et la direction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a parfois des conflits entre syndicats et la direction, le syndicat va défendre parfois
les intérêts des employés pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et on voit que dans ce sens-là, le conflit est positif pour, bien évidemment, les employés parce qu'il va permettre parfois d'améliorer leurs conditions de travail. Et un conflit également est négatif, c'est-à-dire que ces enjeux peuvent être négatifs lorsque là, par exemple, ça va entraîner des graves conséquences négatives sur l'entreprise. Et généralement, un conflit peut être destructif, c'est-à-dire qu'il va conduire un environnement de travail hostile, nuire parfois à la production et provoquer plus de conflits à l'avenir. La prochaine étape, effectivement, je sais qu'on a eu à beaucoup, j'ai eu à beaucoup épiloguer certaines thématiques. Et le but, effectivement, on ira, donc, comme je l'ai dit en termes du cours, chaque fin de module, il y a un quiz pour essayer de voir effectivement si, pour essayer qu'ensemble, on puisse également consolider les notions qu'on a pu acquérir, en fait, durant ce premier module. Et là, effectivement, ça sera toujours participatif. Donc, par exemple, la première question, quelles sont les différentes sources de conflit? J'aimerais également savoir si quelqu'un dans le panel peut prendre la parole et effectivement nous dire, effectivement, répondre à cette question. Comme je l'ai dit, vous pouvez répondre dans le chat ou bien évidemment prendre la parole et vous exprimer. C'est vraiment libre. Bien vraiment à représenter qu'il faut que le cours soit vivant dans le débat. La première question, en fait, donc, quelles sont les différentes sources de conflit par rapport à ce qu'on a vu dans le module? C'est bien évidemment, on a vu organisationnel et bien évidemment psychologique. Et pour répondre également à la deuxième question, les conflits de pouvoir, de génération, de motifs font partie de quel type de catégorie? C'est la réponse C. Donc, comme on l'a vu, les conflits interpersonnels. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les conflits étaient destructifs, effectivement, lorsque c'est la réponse D, il peut conduire dans un environnement de travail hostile qui va nuire à la production. Et enfin, donc, quelles sont donc les étapes de processus de résolution des conflits? Nous pouvons dire effectivement les trois réponses. Il y a trois réponses qui sont justes en fait. Donc B, D et E. Donc comme on l'a vu, ça commence d'abord par la tension et puis par la suite par la crise et enfin avant de devenir bien évidemment le conflit. Un conflit effectivement est dit constructif quand? Et bien évidemment, ici, c'est dans la réponse C. Donc, un conflit est dit constructif quand il va donc restaurer un climat d'harmonie et motiver, bien évidemment, la productivité des employés. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport à ce module. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser et qu'on puisse effectivement échanger. Donc là, on va aller entamer dans la dernière partie, donc dans le module 2. Donc, en ce qui concerne effectivement dans le module 2, donc ici, on verra donc les mécanismes de prévention et de gestion de conflits. Et toujours dans ce plan, on verra donc concrètement qu'est-ce que la gestion de conflits, quels sont les outils de gestion de conflits. En troisième point, on verra également des styles de gestion de conflits. En quatrième, on verra dans la prévention des conflits. Et enfin, il y aura quelques petits conseils en fait pour vous permettre donc de résoudre des conflits au travail entre collègues. La première question, donc, qu'est-ce que la gestion de conflit? Concrètement, la gestion de conflit, c'est la capacité, en fait, à anticiper, à reconnaître, à prévenir et à résoudre les tensions efficacement. En résumé, donc, la gestion de conflit, on peut la résumer, ça va être un savoir-faire qui va permettre donc d'anticiper, d'identifier et de résoudre des situations relationnelles difficiles. Donc, concrètement, voilà, de manière pratique, la résolution des conflits. Par la suite, on verra donc les outils de gestion de conflit. Et une fois de plus, je ferai appel à vous dans le panel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra, par exemple, selon, d'après son expérience, nous dire, par exemple, quels sont les outils de gestion de conflit avant qu'on entre proprement parler dans le cours? Une fois de plus, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre la parole et vous exprimer. Pour moi, déjà, il existe plusieurs outils de gestion des conflits. Déjà, le premier outil que j'arrive à avoir directement, c'est le dialogue entre les deux personnes. Je pense aussi à l'imposition par l'autorité aussi. Si jamais on a un moyen de pression, justement, que l'on peut exercer directement pour mettre en conflit. Et je pense aussi aux possibles menaces ou sanctions. D'accord, vraiment merci pour vos éléments de réponse. Bien évidemment, effectivement, ce que vous dites, c'est ça. On verra ici, effectivement, dans le cours, il y a 4 principaux, effectivement, outils de gestion de conflit. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, le dialogue, effectivement, en passant par la médiation. Donc, concrètement, le premier outil, merci pour votre réponse, monsieur Zeus. Merci. Le premier outil, en fait, c'est dans la médiation. C'est-à-dire que concrètement, c'est un processus, en fait, par lequel les parties en conflit vont faire appel à une tierce personne qui va essayer de résoudre le problème. Et ici, là, vraiment, concrètement, le rôle du médiateur, autant pour moi, sera juste de faire prendre conscience aux parties de leurs intérêts communs. Ici, il va vraiment faciliter la discussion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Zeus.
et qui va provoquer ou qui guidera la conversation entre les deux parties. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, par la suite, c'est également un arbitrage. C'est-à-dire que concrètement, l'arbitrage, en fait, c'est donc un processus par lequel les parties du conflit vont donc convenir de soumettre leurs différends à un tribunal arbitral. Par exemple, en France, il y a le tribunal arbitral, effectivement, international de Paris. Et ce tribunal, en fait, va être composé de 1 ou 3 arbitres, c'est-à-dire concrètement, l'arbitre va rendre une sentence. Ici, la différence avec la médiation, c'est qu'il va rendre une sentence qui va s'imposer aux parties sous réserve juste de certaines conditions. C'est-à-dire que lui, il va se fonder, bien évidemment, sur les faits et les droits des parties en présence, et lui, il va donc prononcer une sentence. Le troisième outil qu'on verra également, c'est le recours hiérarchique, comme vous l'avez dit, monsieur, effectivement, un moyen de pression, c'est-à-dire que il va permettre, en fait, la résolution d'un conflit rapidement et sans discussion. Donc, c'est le supérieur hiérarchique qui va venir trancher, donc de manière autoritaire et de manière définitive. Donc, ici, le supérieur hiérarchique, il est libre, en fait, de trancher avec ou sans parti pris. Et le dernier, effectivement, qu'on verra, c'est, bien évidemment, dans la négociation, qui est vraiment un très grand outil, c'est-à-dire que c'est un mode de résolution des conflits qui suppose que les personnes impliquées vont donc discuter de leurs besoins et parfois également de leurs intérêts afin de s'attendre sur une solution qui va être mutuelle. Et il y a le principal type de négociation qui sont vraiment à savoir, c'est qu'il y a une négociation qui peut être conflictuelle, dans un rapport où il y a un gagnant et un perdant, c'est-à-dire que les préjugés concernant l'un ou l'autre des parties existent, ou lorsque, par exemple, les intérêts semblent totalement opposés. Il y a également une négociation qui est coopérative, c'est-à-dire que là, il y a vraiment le gagnant-gagnant. Ça peut aboutir soit à un consensus, soit à une concession, ou soit également à un compromis. Et on verra également donc des techniques aussi de négociation. La négociation aussi, comme je vous l'ai dit, sur une arme très puissante, il y a également des techniques. Une technique, par exemple, il y a la technique des pivots. Et puis, en fait, concrètement, elle va consister dans quoi? On va obliger l'adversaire à négocier sur des objectifs, en fait, secondaires, mais formulés de manière exigeante. Ici, nous, on va céder, par exemple, sur nos objectifs secondaires. En contrepartie, on exige des concessions sur l'objectif principal. Concrètement, c'est un peu ça, la technique des pivots. Dans les négociations, je peux prendre, par exemple, un exemple, c'est-à-dire que on veut négocier, par exemple, un contrat d'énergie avec un fournisseur. Et bien évidemment, lui, il nous dit, par exemple, 1 kilowatt, c'est par exemple 300 euros. OK. Nous, on lui dit, bah non, il nous dit c'est 300 euros, mais il peut également nous fournir, par exemple, un chauffe-eau, un exemple comme ça à la hâte. Donc, bien évidemment, nous, on va lui dire, nous, on s'en fout, par exemple, du chauffe-eau, c'est secondaire, mais nous, on veut se focus sur le prix du kilowatt, c'est-à-dire que nous, on veut notre négociation à 250. Effectivement, si on a un grand groupe, on peut peser sur le fournisseur d'énergie. Ça, c'est vraiment un exemple un peu pour la technique des pivots, concrètement. Il y a aussi la technique de maniement du temps. Ça, c'est vraiment un peu de la rue, c'est-à-dire qu'elle va consister en allongeant la durée de la négociation pour essayer un peu d'user l'adversaire. Et puis, précisément, à la fin, on va exiger des délais et puis c'est nos ultimatums. Bon, vraiment, c'est une sorte un peu, entre guillemets, de guerre de nerfs où les contraintes de temps se superposent pour déstabiliser l'adversaire. Ça, c'est un peu après la technique des galons, il y a la technique également point par point. Et pour poursuivre, on verra effectivement dans des styles de gestion de conflit. Et dans cette partie, en fait, très concrètement, on verra 2 outils. C'est-à-dire qu'il y a l'outil Thomann-Kilmann Conflict Management et également aussi la méthode de DEX. On va commencer en fait par cet outil qui est donc de Kilmann. C'est un outil en fait qui va permettre également de résoudre, de prévenir et de gérer les conflits entre parties. Et concrètement, ici, chaque personne aura bien entendu donc, des préférences en fonction de sa personnalité, mais les meilleurs collaborateurs seront maniés dans les 5 types afin de s'adapter aux collègues concernés. Vous voyez que concrètement, en fait, en abscisse, il y a donc la motivation à coopérer. On va de non coopératif à coopératif. Et à un moment donné, effectivement, il y a donc la motivation à rencontrer ses intérêts, de l'irrésolu à déterminer. En milieu, on a le compromis. On a la tendance à éviter, la tendance à céder, la tendance à collaborer ou négocier, la tendance à rivaliser. Donc, il y a vraiment 5 styles. On les verra étape par étape. Donc, le premier, en fait, c'est un style, en fait, combatif. C'est-à-dire ici, un individu, en fait, va poursuivre fermement ses propres préoccupations, malgré la résistance de l'autre personne. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des cas. Je vous ai proposé, en fait, des cas où parfois c'est approprié, on peut l'utiliser. Parfois, lorsque vous avez besoin, parfois, de défendre vos droits, de résister parfois à l'agressivité, à la pression. Bon, c'est important parfois d'utiliser ce style combatif, donc qui va rejeter des compromis et impliquer de ne pas céder au point de vue ou au désir des autres. Il y a donc des avantages, en fait, donc peut fournir une résolution rapide d'une situation conflictuelle, mais effectivement, il y a quelques mises en garde, c'est que cette approche peut exiger aussi beaucoup d'énergie et être épuisante aussi pour certaines personnes.
Et j'ai donné aussi effectivement quelques exemples. Donc, on peut prendre le premier cas, c'est-à-dire que Yann, qui est à la tête en fait de son département, au sein de son personnel, a été confronté à plusieurs conflits. Tout d'abord, il y a Paul et Steve, qui ne pouvaient pas donc s'entendre sur l'endroit où finit l'activité annuelle de renforcement d'équipe. Elle est intervenue à décider que le département ferait une salle d'évasion. Et on peut constater qu'en fait, ici, Hélène, elle a pris une décision qui est rapide pour empêcher un petit conflit de dégénérer ou de perdre plus de temps. Donc, c'est vraiment une utilisation appropriée de ce style combatif. Une décision rapide qui s'applique pour tout le monde, concrètement. Et on verra effectivement dans le deuxième style, qui est le style autant pour moi, collaboratif, donc négociateur. Ici, on est vraiment dans du gagnant-gagnant. C'est-à-dire ici, c'est implique une tentative, en fait, de travailler avec l'autre, de collaborer avec l'autre personne, pour sortir, en fait, avec une solution gagnant-gagnant. Et un exemple de collaboration, en fait, qui est approprié dans ce style, c'est lorsque, par exemple, vous ne voulez pas avoir l'entière responsabilité, lorsque, par exemple, il est nécessaire de tenir compte aussi des intérêts de les intervenants, c'est souvent important d'utiliser ce style. Et les avantages, donc, ça va donc conduire à la résolution du problème réel, conduire également à un résultat qui va être gagnant-gagnant. Il y a aussi quelques mises en garde, c'est que peut exiger également plus d'efforts, plus de temps que d'autres méthodes, parce qu'une solution gagnant-gagnant n'est pas évidente entre les parties. Il faut trouver des astuces, ça nécessite beaucoup d'efforts aussi. Aussi un engagement de toutes les parties à rechercher une solution mutuelle. Il faut réellement une volonté. Et un exemple, on peut prendre cet exemple, par exemple, il y a Jean et Pierre qui dirigent dans la conception d'un nouveau prototype. Ils ont des difficultés car il y a Jean, d'une part, qui va intégrer un ensemble spécifique de fonctionnalités. D'autre part, Pierre veut également intégrer un ensemble différent de fonctionnalités. Donc, vous comprendrez que donc, parvenir à une solution, ils vont s'associer, discuter de chaque fonctionnalité, pourquoi elle n'est pas importante. Et finalement, ils vont parvenir à une solution, donc ils vont incorporer un mélange de leurs fonctionnalités et de nouvelles fonctionnalités. Donc, ils cherchent en fait à avoir une solution mutuelle, une solution commune, de telle sorte que vraiment à la fin, ils sont gagnants-gagnants. Par la suite, effectivement, dans le style du compromis ici, vraiment, on cherche un peu le compromis, une solution qui est mutuellement acceptable et qui va satisfaire partiellement les deux parties. Mais aussi des avantages, c'est-à-dire que peut fournir une solution temporaire pour rechercher une solution toujours gagnant-gagnant. Et un exemple concret, comme on peut le prendre, c'est par exemple, il y a Rosine et Charles qui sont en charge du budget publicitaire pour le prochain trimestre. Donc, Rosine elle veut embaucher une personne de médias sociaux à temps plein, tandis que Charlène veut augmenter les publicités numériques ciblées. Donc, le compromis va être atteint parce qu'effectivement, en embauchant une personne de médias sociaux pour travailler à temps partiel, le reste du budget va être consacré à la publicité numérique. Donc, vraiment, on atteint un point de compromis. Par la suite aussi, à le site d'évitement, c'est-à-dire qu'ici, une personne ne poursuit pas ses propres préoccupations, celles de votre collègue. Il n'aborde pas le conflit, ne l'esquive pas, ne reporte pas ou se retire tout simplement. C'est vraiment la technique d'évitement, en fait. Et vous verrez les avantages, en fait, c'est que le retrait, c'est aussi une approche peu stressante lorsque le conflit est duré. Donne aussi la possibilité, le temps de se concentrer sur des questions plus importantes, sans dire les parfois importantes sur certains sujets, d'avoir une prise de recul, sont très importants. Et un exemple aussi, c'est que, par exemple, il y a Joey et Amélie qui collaborent sur le nouveau design UX depuis des semaines, donc ils changent ce profil. Et ils sont de plus en plus incapables de s'entendre sur les changements. On verra que là, pour utiliser la technique d'évitement, ils vont donc, là, les limites vont être repoussées. Ils ont tous les deux une journée pour travailler sur d'autres projets. L'espace, effectivement, de ce temps pour prendre une pause les uns des autres, ainsi que le temps supplémentaire pour terminer leur projet. Ça va les permettre, en fait, concrètement, de se rafraîchir, de reprendre dans un état d'esprit plus collaboratif. Ils prennent vraiment de la prise de recul pour revenir par la suite. Et après, dans le style, effectivement, d'accommodant du lissage, en fait, concrètement, le lissage, ça va être de répondre, en fait, aux préoccupations des autres, plutôt qu'à ses propres préoccupations, c'est un peu ça. Et on verra, il y a des avantages, c'est-à-dire que donne l'occasion de réévaluer la situation sous un angle parfois différent, c'est très important, et quelques mises en garde donne aussi l'occasion de réévaluer la situation sous un angle différent. Donc, concrètement, c'est ça. C'est un peu à double tranchant, hein. C'est qu'il y a des mises en garde et des avantages aussi, parfois, sur le lissage. Il y a un exemple d'illustration. C'est que lors d'une réunion, par exemple, marketing, les couleurs de la nouvelle campagne de printemps sont discutées. Bon, il y a Robert qui est catégorique, c'est-à-dire que lui, son choix A, c'est le meilleur choix. Là aussi, pense que le choix B, c'est légèrement meilleur. Bon. Mais qu'est-ce que Gina va faire pour utiliser cette technique de lissage? C'est qu'elle va décider de laisser Robert choisir des couleurs parce qu'elle se dit, bon, pourquoi discuter sur les couleurs, pourtant les deux, elle pense que les deux sont une meilleure technique. Et le deuxième outil qu'on verra, c'est l'outil d'Excel. Concrètement, en fait, ici, cet outil est vraiment utilisé souvent par les managers, donc pour exposer une situation à un collaborateur, donc dès que c'est dire D pour décrire les faits,
on exprime son ressenti, solution, donc, nouvelle solution, à la fin, concrètement, on va prendre un exemple, c'est que, dans le premier point, c'est important de suivre étape par étape, en fait, c'est-à-dire, on décrit, on exprime, on suggère, et puis on conclut. Donc, par exemple, on décrit les faits objectivement et exposer leurs conséquences, par exemple, c'est ça, donc, le premier point. Mais ici, il va s'agir de décrire, en fait, ce qui s'est passé. Donc, le manager, ici, doit être précis et factuel. Dans un exemple, par exemple, le manager dit, je constate que tu m'as pas répondu sur le projet lambda alors que nous étions d'accord pour un retour hier. Là, le manager, il décrit les faits. On passe à la deuxième étape, et ici, en fait, pour exprimer, en fait, ses sentiments sur la situation. En fait, ici, le manager va venir dire, par exemple, je me sens agacé car je me suis engagé à apporter une réponse à notre client aujourd'hui. Et lorsque le manager finit, il faut donc bien évidemment suggérer une solution. C'est important. Et là, effectivement, on rappelle le cadre, on rappelle les règles du jeu. Il est important ici d'utiliser l'écoute active. Donc, par exemple, le manager dira, comment pouvons-nous résoudre, en fait, ce problème? Et par la suite, il faut donc conclure positivement autant pour moi. Il faut donc reformuler les solutions trouvées. Il faut aussi s'assurer que l'engagement est clair de la personne, effectivement, de l'employé. Par exemple, le manager dira, nous allons pouvoir donc répondre à notre client aujourd'hui en faisant ainsi, en faisant. Vous voyez que lorsqu'on suit les étapes, on a une méthodologie, en fait, qui va nous permettre, effectivement, qui a un style également pour gérer des conflits. Et en ce qui concerne la prévention des conflits, j'aurais également besoin de vous, et l'expérience, effectivement. Selon vous, comment peut-on prévenir les conflits? Justement, les conflits peuvent être prévenus sur plusieurs formes. En fait, ça peut se faire par des échanges continuels avec les différents collaborateurs, rassembler en fait les différents feedbacks pour justement les intégrer en fait dans la politique en fait de l'entreprise si possible, de telle façon à ce qu'elle soit faire en fait pour tout le monde. Ça peut aussi se faire en fait par des formations justement sur le point faible en fait des différents collaborateurs, justement pour essayer en fait de rebooster en fait le côté qui pourrait être conflictuel justement dans l'avenir. D'accord, merci, c'est gentil, merci. Effectivement, vous avez raison. On verra effectivement par la suite donc former également. Donc il y a plusieurs techniques de prévention des conflits. Donc premièrement, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Yves, former dans les individus au fonctionnement humain, c'est important de former. Donc former des personnes à des approches de sensibilisation sur leurs points faibles aux différents modes de fonctionnement humain. C'est très important la formation. C'est vraiment un atout également de prévenir, pour prévenir autant pour moi les conflits. Le deuxième outil également, c'est aussi ça, la boîte à suggestions parfois. C'est-à-dire que ici, le manager doit être attentif effectivement à tout changement d'attitude ou de comportement. On doit toujours pratiquer ici, le manager, une écoute active afin de favoriser la discussion du groupe. Et c'est aussi important dans les entreprises de mettre aussi cela en place dans des boîtes de suggestions. C'est-à-dire que c'est très simple. Tous les employés pourront faire part de leurs remarques et ces remarques devront être tenues compte par les managers pour essayer d'anticiper, bien évidemment, de prévenir les conflits. Et enfin, par la suite, effectivement, il faut toujours donc définir clairement les règles à l'avance. C'est-à-dire que lorsque toujours un manager donne des objectifs, il faut qu'il soit smart. Pour qu'il n'y ait pas de malentendus, comme on l'a vu plus haut. Donc, spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporel. Et effectivement, ça permettra effectivement d'éviter des incertitudes. Et par exemple, même dans une organisation, on voit par exemple que lorsqu'on met en place un règlement intérieur dans une entreprise, ça permet aussi d'éviter des conflits parce que chacun sait déjà de prime abord ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Donc, voici en fait quelques outils nous permettant bien évidemment de prévenir quand même des conflits. Et à la fin, effectivement, il y a quelques conseils, comme je vous l'ai dit en amont, pour vous permettre bien évidemment de résoudre des conflits au travail entre collègues. Donc, le premier conseil, c'est qu'il faut être positif. C'est-à-dire que si vous êtes impliqué dans un conflit au travail, ne restez pas les bras croisés. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas en tort, vous perdez vraiment une énergie émotionnelle. Donc là, effectivement, il est important d'avoir une attitude positive parce que fuir n'est pas une option. Le deuxième point, en fait, c'est donc, il faut être capable d'accepter le changement. C'est très important parce que parfois un conflit peut s'avérer utile, voire indispensable s'il mène à un changement positif. Là, il faut vraiment accepter le changement parce que, on est bien d'accord, parfois il y a des conflits qui vont être traînés pendant des années sans aucune évolution, parfois qui vont résulter de la mauvaise volonté des deux parties. Donc là, il faut vraiment être en logique, après avoir été positif, d'accepter le changement. Le troisième point, c'est aussi important, il faut souvent toujours, c'est ça qui est important, trouver la racine du problème. C'est-à-dire, une fois on a adopté une positive attitude de mise et l'esprit ouvert au changement, il est temps là maintenant de partir à la recherche de la solution au conflit. On a adopté une attitude positive, on a accepté le changement et puis par la suite, on va maintenant à la racine du problème pour bien le trouver, pour savoir effectivement quelle est la cause de ce conflit, pourquoi il n'est pas résolu, etc. C'est très important. À la fin, donc,
bien évidemment, ne jamais prendre les choses personnellement. C'est très important. Parce que ne pas prendre les choses personnellement est d'autant plus important dans la sphère professionnelle. C'est vraiment très important au milieu professionnel. Lorsqu'il s'agit d'un conflit au travail, évitez de prendre souvent les choses de manière très personnelle. Ne vous sentez pas souvent visé personnellement, donc c'est très important. Surtout même pour garder sa santé mentale, c'est très important. Le cinquième point aussi, effectivement, c'est de voir les choses avec honnêteté. C'est-à-dire que parfois, vous verrez que lorsqu'on admet souvent nos torts, ça peut aussi entraîner l'autre partie au conflit d'admettre le tort, d'admettre autant pour moi son tort, et vous verrez que le conflit sera résolu. Donc vraiment, voir des choses avec une totale humilité. Et par la suite, le sixième point, donc, pensez bien évidemment à gérer votre conflit sur le long terme. Ça va vous permettre effectivement d'adopter une approche qui est calme. Et tout, c'est très important lorsque parfois il y a des parties qui sont sous pression là au travail, mais vraiment avoir une vision long terme, c'est très important. Et ça permettra effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur le court terme, effectivement, les individus vont être mis à l'écart. Il n'y aura pas de faire des tentatives de réconciliation. Vu que ça va demander plus d'efforts, mais voyez effectivement dans votre gestion, il y a un regard en fait sur le long terme. C'est très important toujours d'avoir cette longueur d'esprit-là, en fait, lorsque parfois on est en position de gérer un conflit, parce que souvent lorsqu'on va décider sur un coup de tête, concrètement, ça peut mettre en fait la partie adverse au pied du mur. Il est très important toujours d'avoir cette vision longueur. Effectivement, lorsque vous avez tout essayé, faites appel à un arbitre si le conflit au travail perdu. Pas un arbitre de match, mais concrètement, vous pouvez faire appel parfois à un patron, un manager, un responsable RH. Donc, ils seront capables de proposer des solutions raisonnables entre les deux parties. C'est souvent très, très important. Et comme je l'ai dit, effectivement, on va passer au cul, donc l'histoire, effectivement, bien évidemment, de consolider, en fait, les notions qu'on a pu acquérir, en fait, tout au long de ce module. Comme je l'ai dit, en fait, vous êtes libre, vous pouvez prendre la parole, pour répondre, en fait, à travers le chat. Donc, concrètement, dans la première question, en fait, on l'a vu tout à l'heure, pour vous, quels sont dans les outils de gestion de conflit? Oui, bien évidemment, effectivement, il y a la médiation, oui, monsieur Yves. On a vu également qu'il y a le recours hiérarchique. Concrètement, toutes les 4 réponses, en fait, sont justes. Concrètement. La deuxième question, comme on l'a vu, effectivement, on parle de négociation conflictuelle, c'est-à-dire, effectivement, effectivement, ici, les préjugés concernant l'un ou l'autre partie, les parties existent, ou lorsque les intérêts semblent totalement opposés. Là, vraiment, dans une négociation conflictuelle. On va être dans une négociation coopérative, par exemple, lorsqu'on va assister à un consensus, une concession ou un compromis. La troisième question, en fait, en ce qui concerne, comme des techniques de négociation, on avait les techniques de négociation tout à l'heure. Comme j'ai dit, on est tenu par le temps, mais je vais répondre directement pour qu'on puisse effectivement avancer dans le temps. Côté négociation, effectivement, la troisième question, c'est la réponse C et D. On l'a vu, il y a les techniques de maniement du temps, les techniques des pivots. Et la quatrième question, effectivement, quels sont les styles de gestion de conflit selon le Thomann Conflict Mode Instrument? Comme on l'a vu, c'est 5 outils, 5 styles dont il a dit. Et si les réponses bonnes sont la réponse A, C et D, c'est-à-dire le style combatif, le style collaboratif et le style du compromis. Et enfin, la dernière question, quelle est donc la signification des acronymes de la méthode DESC? Comme on l'a vu, c'est bien évidemment la réponse A, décrire les faits, exprimer son ressenti, solution à suggérer, conclusion. Madame et messieurs, nous sommes arrivés au terme, en fait, de la présentation de ce cours. Bien évidemment, je vous remercie pour votre attention. Et comme je l'ai dit en préalable au début, donc à la fin, effectivement, c'est une série de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je tiens vivement à vous remercier pour votre participation à ce webinaire qui a été organisé par FOIC Academy.